Bon, alors donc je vois par exemple que là tu t'intéresses. Il y a des cas intéressants aussi, entre parenthèses. Oui. Il y a non seulement les grandes vedettes ou les grands chefs, oui, mais il y a aussi les malades, oui, il y a aussi les monstres. Les meurtriers, oui. Les meurtriers, parce que je vois, voilà, donc alors effectivement ça c'est aussi une catégorie intéressante. Tout ça, alors on peut être extraordinaire par le haut ou par le bas. C'est-à-dire soit en montrant des qualités remarquables d'organisateur, de leader, de créateur, soit en se démarquant de la masse, non plus par son génie créatif ou social, mais par des actes répréhensibles ou par la maladie. Donc là, je vois que quel est l'intérêt que tu portes à... Alors, si tu veux bien, alors que tu changeais la bande, je voudrais juste terminer sur le point précédent. Oui. Ça ne dérange pas, et après on reviendra là-dessus. Oui, je disais qu'il était tout aussi important de s'attarder sur les thèmes des individualités qui ne sont pas des stars. Alors, pourquoi? Alors, je vais revenir sur ces gens qui sont connus. Qu'est-ce qui fait que ces gens sont connus à un moment donné? Oui, voilà, voilà. Alors, je pense que ce qui les relie, au moins, c'est leur singularité. Ils sont singuliers. Parce que c'est la singularité qui fait qu'on est visible à part. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui fait... Et voilà. Et l'astrologie, elle renvoie à cette singularité. C'est-à-dire que si l'individu s'accorde à se synchroniser avec son thème, il devient singulier et petit. Et voilà, tu vois ce que je veux dire, il devient singulier et il exprime, il est mieux capable d'exprimer toutes les potentialités, toutes les potentialités qui lui sont promises. Oui. Voilà, ça c'est ce que je pense. Alors pour rebondir sur cette question tout à fait pertinente, la première question, oui, c'est que si ce fameux public dont on parlait, oui, n'était pas capable, oui, de reconnaître la valeur de ses chefs, oui, ça ferait problème. Oui. Donc quelque part, sa capacité d'élection... Encore que tous les chefs ne sont pas valables, forcément. Oui, ce n'est pas parce qu'un leader détient le pouvoir que pour autant il est valable à l'endroit où il est. Oui, mais alors là, ça pose le problème de la capacité du groupe à fonctionner correctement ou pas, à y voir clair ou pas. Oui. Et certains qu'il y a des groupes qui savent mal gérer la question du pouvoir et qui ne savent pas choisir leurs dirigeants, et qui ne savent pas les évacuer quand ils ne sont plus valables, etc., etc. Mais là, tu vois, là encore, on est en train de revaloriser le collectif, parce que c'est ce collectif qui va choisir en son sein, d'une certaine manière, en son sein quand même, en son sein, qui va choisir ceux qu'il considère comme les plus admirables, les plus remarquables. Et là, se pose une question sociologique assez grave, c'est qu'il y a des sociétés qui n'en sont pas capables. Pourquoi elles n'en sont pas capables? Parce que elles sont tellement hétérogènes, les sociétés, oui, qu'elles n'arrivent pas à s'entendre sur des critères valables. Oui. Et elles risquent de s'entendre sur des critères qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. C'est ce qu'on appelle le démos. Le démos, c'est-à-dire c'est le peuple. Le groupe qui est censé se déterminer en choisissant justement ses représentants, oui, son président public, oui, et là il y a des dysfonctionnements. Alors, cette qualité de choisir collectivement le bon candidat, le bon prétendant, ça c'est effectivement c'est important. Et il y a des gens qui en sont incapables, et même certaines sociétés qui en sont incapables.
Bon, on pourrait revenir là-dessus. Il y a des dysfonctionnements au niveau des sociétés. Bon, je vais quand même insister sur ce point qui est parfois qui n'est pas toujours très abordé, qui touche d'ailleurs directement à la demande de l'astrologie, à la demande d'astrologie. Alors ça me permettra de basculer un peu vers cette question. Oui. Pourquoi les gens vont-ils voir un astrologue? Précisément parce que parfois elles font des erreurs de jugement. Parce que parfois elles se trompent, soit individuellement, soit collectivement, enfin quelque part, elles n'ont pas fait le bon choix. Oui, parfois ou elles n'ont pas elles n'ont pas prévu les conséquences de leur choix, de leur décision, de leurs propos. Oui, des événements qui leur arrivent qui ne sont pas directement liés à leur choix aussi. Oui, et puis quand on se trompe, parfois ça peut coûter très cher. Parce que voilà, on peut manquer des gens qui réévaluent. Bon, enfin, donc on peut y avoir des erreurs pénibles et coûteuses. Alors, de la même façon, mon cher Stéphane, que si personne ne pouvait lire le cosmos, oui. Eh bien, ce cosmos, il ne nous servirait pas à nous organiser. Non. On n'aurait pas ce repère-là. Et s'il y avait dans la société personne capable de repérer les gens intéressants, oui. Eh bien, on ne serait pas non plus dirigé par des gens intéressants. Donc, il y a toujours cette question préalable de est-ce qu'on a l'aptitude à capter l'ordre des choses ou pas? Bon. Ce qui nous amène d'ailleurs à un paradoxe, c'est que quand on a le postulat sur lequel l'astrologue reçoit son client, quel qu'il soit justement, c'est que ce client est un rapport avec le cosmos. Oui. Si ce client ne capte pas le cosmos, l'astrologue n'a rien à faire. C'est-à-dire ne capte pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas sensible. Non, on n'est pas sensible, même inconsciemment, peu importe, il ne capte pas. Il ne capte pas. Non, il ne peut pas grand-chose, parce qu'il n'y aura pas d'échange entre, puisque la personne ne sera pas en demande. Non, mais il ne capte pas, ça veut dire qu'il n'est pas... Bon, si tu veux, je prends un exemple. Un exemple, tu sois par exemple le cardiologue. Oui. On vient te voir, les gens viendraient te voir parce qu'ils ont un problème, ils imaginent qu'ils ont un problème avec leur cœur. Tout à fait. Et puis dans certains cas, tu peux leur dire, non, je vois rien d'anormal, oui. C'est plutôt nerveux, oui. Je sais pas quoi. Oui, tout à fait. Et bien, voilà, donc tu leur dis, non, je ne suis pas compétent. Pour les questions, moi je connais la cardiologie, vous avez un problème qui est en dehors de ma compétence. Oui, mais le cardiologue est un peu... on ne peut pas tellement faire corréler l'astrologue avec le cardiologue, parce que le cardiologue, la cardiologie est une spécialité dans une spécialité qui est la médecine. Oui. La médecine est une spécialité déjà en tant que telle. Donc elle est limitée. C'est comme si un astrologue ne travaillait que sur Mars, par exemple. Il serait limité dans... Après, s'il ne s'occupe plus de Mars, il sort de son champ de compétences. Donc on ne peut pas faire le lien, le lien entre le cardiologue et l'astrologue. Si, parce que, bon, peut-être pas sous cette forme-là, mais je vais quand même défendre mon point de vue. Si, parce que, en fait, imaginons que, bon, il y a des signaux cosmiques, d'accord? Oui. Imaginons qu'il faille des qualités particulières pour les capter, ces signaux cosmiques. Oui. À commencer par le moment de la naissance, d'ailleurs. Et imaginons que cette faculté à capter les signaux cosmiques ne soit pas si évidente que ça. C'est pas trop compliqué à comprendre, parce que c'est pas si évident que ça. Bon. Donc, moi, si je suis astrologue, il faut que je vérifie que la personne est concernée par les signaux cosmiques, puisque c'est mon domaine. Et si elle ne l'est pas, je ne peux pas prévoir ce qui va lui arriver, puisqu'elle n'est pas marquée par ces signaux-là. Seules les personnes qui sont marquées par le cosmos peuvent
je peux leur apporter quelque chose. D'ailleurs, tu le disais toi-même. Oui, mais alors après, est-ce que... Oui, excuse-moi, Tu disais toi-même, effectivement, dans l'hypothèse où il y a un rapport, un lien entre le cosmos et le comportement humain, il est pertinent d'étudier le cosmos, oui. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas pertinent. Si c'est pas le cas, je ne dis pas le cas généralement, c'est du cas par cas. Oui, mais alors, est-ce que justement le rôle de l'astrologue, entre guillemets, est-ce que le rôle de l'astrologue, c'est pas de faire prendre conscience à un individu qui ne serait pas connecté de se connecter? Non. Alors, non, c'est une bonne question, cela dit, c'est une très bonne question. C'est une question de que pose. Parce que là, les choses sont plus graves. Il ne s'agit pas qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas conscience. Il s'agit du fait que il ne capte pas. Tout simplement. Son organisme, son psychisme ne capte pas ces signaux. C'est comme par exemple au niveau de la communication, bon voilà, il y a des gens qui n'ont pas, il y a des machines qui ne sont pas capables de capter certains signaux. Par exemple, on a inventé maintenant des télescopes qui captent des choses que d'autres télescopes ne captent pas. Tu veux dire que l'astrologue est limité dans ses investigations et dans sa démarche? Non, forcément. Un astrologue est censé travailler avec des gens qui sont sensibles aux configurations cosmiques. Si la personne n'est pas sensible aux configurations cosmiques, ils ne peuvent rien faire. C'est pas une question d'être conscient ou pas, c'est une question d'être ou pas sous cette... Bon. Alors, prenons le problème autrement. Tu mesures comment ça? Le fait que les gens soient reliés ou pas? Ah ben, c'est le travail de l'astrologue, d'avoir un système de test ou de contrôle qui détermine si oui ou non il y a une connexion ou pas entre cet individu et le cosmos. Pour moi, il y en a forcément pour tout le monde. D'accord, mais je sais bien. Mais moi, je développe une position différente. Je sais bien que pour le groupe d'astrologues, c'est une évidence. C'est un postulat évident qui ne remet pas en question. Or, moi, j'ai essayé d'établir une sorte de raisonnement qui va en contradiction avec ça. C'est-à-dire qui dit, notamment, par exemple, qui dit que précisément, c'est ce rapport au cosmos qui fait que la personne aura cette supériorité sur les autres. Donc, c'est fondateur de sa propre supériorité. C'est-à-dire que c'est précisément parce que la personne est portée par une énergie particulière qu'elle pourra faire des choses que les autres ne font pas. Donc, cette supériorité, c'est la preuve même, c'est la conséquence même de la capacité de bénéficier de certaines forces. Oui, mais les faiblesses et les forces sont autant... les faiblesses et les forces font partie intégrante de la cosmologie. Les forces aussi bien que les faiblesses. Non, mais je ne parle pas de ces forces-là, je parle du potentiel. Ben, je parle du potentiel, là. Oui. Eh ben, on est obligé de constater qu'on vit dans ces sociétés. Bon, ce qu'il faut, tu disais tout à l'heure nos sociétés ne sont plus en phase avec le cosmos. Ben oui, mais si on parle comme ça, effectivement, on va pas loin. Mais si on dit, par exemple, que il y a des soleils, comme disait le roi soleil, il y a des personnages solaires, oui. Et que ces personnages solaires ont une énergie qui ne vient pas d'en bas mais d'en haut, oui. Donc qui ne dépendent pas des autres mais qui dépendent de quelque chose qu'ils reçoivent, oui. Verticalement, si tu veux. Bon, ben voilà, c'est comme ça que nos sociétés fonctionnent. Oui. Ben, si l'astrologie veut être en phase avec ces sociétés-là, eh bien elle en a les moyens. Donc c'est pas la peine qu'elle renonce à ses moyens. Elle a les moyens de dire effectivement que les personnages qui ont une capacité d'entraînement des autres, oui. Eh bien ce sont ceux-là qui prioritairement dépendent de l'astrologie. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. D'accord. C'est une structure hiérarchique. Donc ça prône, c'est une démarche qui prône un petit peu un certain élitisme, quelque part. Oui, absolument. C'est-à-dire que l'astrologie, finalement, ça se mérite. C'est ça un peu le... C'est-à-dire que c'est un système hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui captent directement les énergies, oui. Et ceux-là, eh bien, ils entraînent les autres
dans leur sillage. C'est comme la locomotive et les wagons. Donc il y a des locomotives, et puis on peut accrocher des wagons derrière. Ben, les wagons, c'est le public. Les wagons, c'est le gros de l'humanité. Qui s'accroche et qui bouge. Non. Oui. Go. Ok. Oui, donc je disais que la toute-puissance dont tu parles, de ces personnes qui sont entraînantes et qui fédèrent tout autour d'elles, les masses, finalement, c'est un pouvoir qui peut être très très relatif. C'est vrai qu'elles ont un pouvoir qui est supérieur, mais qu'est-ce que vaut un tel pouvoir par rapport à un tsunami, par exemple? Quelle est la puissance de l'individu, de cet individu-là, qui est exceptionnel? Dans le cas du tsunami, il est clair que cette puissance ne sera que dans la façon de gérer. Gérer l'événement. Ce que je veux dire, c'est que cette hiérarchie dont tu parles, elle est très, très relative, et cette puissance extraordinaire par rapport effectivement aux masses de certains individus, elle est très relative, parce que alors, tout a toujours quelque chose qui lui est supérieur, bien supérieur, et qui fait que finalement, au regard de l'infini, eh bien, tout est finalement pas grand-chose. Oui. Après, si on prend le cas, pour moi, l'astrologie est loin d'expliquer tout ce qui arrive, et surtout pas des événements comme le volcan machin, ou le tsunami truc, ça c'est certain. Et même une crise économique, ou même une épidémie, oui, ne relève pas forcément de l'astrologie. Par contre, ce qui relève de l'astrologie, c'est comment on va traiter ces problèmes. C'est très bien, par exemple, qu'aujourd'hui, on considère que, par exemple, ce qui s'est passé en Louisiane, ça a été mal géré. Oui, mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles... Non, mais la mauvaise gestion, ça dépend de l'astrologie. Oui, je pense. Mais l'événement lui-même de l'ouragan, non. C'est ça la question. Alors, qu'est-ce qui te permet de dire ça, justement on en a dit tout à l'heure, je reprends tes propres définitions, les hommes se sont mis d'accord pour se soumettre par superstition au cosmos, oui. Donc on est dans le domaine au domaine de la réalité des sociétés humaines. Que maintenant. Non, mais je veux dire qu'on n'a pas du tout parlé pour l'instant de la question de savoir si le cosmos agissait sur autre chose que sur l'homme. L'astrologie se serait constituée à partir d'une volonté de conformer les comportements humains au comportement cosmique. Donc, il n'y a pas de question de tsunami dans cette histoire-là. Maintenant, il y a d'autres lectures de l'astrologie qu'on peut proposer, mais à ce moment-là, il faut les assumer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a même l'astrométéorologie, par exemple, ça c'est un autre problème. Oui, mais mon propos n'était pas là, c'était de répondre, si tu veux, à cette échelle de valeur qui te permet de définir en fonction de la puissance de l'individu par rapport à un autre, une échelle qui permet de dire, bien, l'astrologie, ça va le concerner, et puis parce qu'on est plus bas dans l'échelle, on est plus concerné par cette astrologie. On est concerné indirectement. Indirectement. Il était là mon propos. Oui, on est concerné indirectement, voilà. Comme on est quelqu'un qui va se greffer, s'accrocher au wagon, à la locomotive. Oui. C'est à ce titre-là. C'est pour ça que tout notre exposé et toute notre discussion est là-dessus. C'est-à-dire quel est le statut de ce public. Bon. Et là, c'est là qu'on n'est pas d'accord, ou du moins qu'il y a des discussions qui existent. Moi, je dis, ce public, il a sa logique. C'est lui qui fait qu'il va reconnaître justement ses leaders, oui, qui va se laisser entraîner par ses leaders. Donc, tout va fonctionner grâce à ça. S'il n'y a pas une aimantation quelconque entre le public et certains chefs, rien ne fonctionne plus. Il y a un centre. Oui. Bien sûr. Donc, mais ça n'est pas de l'ordre du cosmos. Ou plus exactement, c'est de la capacité ancestrale, en quelque sorte, du public, oui, à reconnaître l'importance de certains personnages. Oui. Voilà.
Donc ça, c'est une vertu qu'il a, qui n'est pas de la même, qui est une vertu, se dire en quelque sorte passive. C'est-à-dire que voilà, une vertu féminine au centre. Voilà, j'accepte ce personnage-là, je sens qu'il a une virilité, une puissance, etc. Et donc c'est le pôle féminin. Et le pôle masculin, ce sont justement ces étalons, ces personnages qui vont justement féconder ce féminin. Et donc par conséquent, l'astrologie nous parlerait de cette dialectique entre, qui est une dialectique, je dirais presque polygamique, ou spermatozoïdique, c'est-à-dire où quelques personnages vont être élus pour en quelque sorte unifier le collectif. Parce que, il ne faut pas oublier, mon cher Stéphane Rilux, que s'il n'y avait pas ces polarités, le collectif ne pourrait pas être un collectif, ne pourrait pas se focaliser. Donc il a besoin de se focaliser. Oui. Et donc c'est l'individu central qui permet au collectif d'exister. Mais je suis, oui, j'adhère complètement à ce système-là. Oui. Qui à un moment donné, il y a un centre qui fédère voilà, tout ce qui se situe dans la circonférence. Voilà. Ben justement, tant que l'astrologie ne se repositionnera pas de la façon dont on l'a dit, tant qu'elle continuera à vouloir considérer qu'il y a le même outil qu'est le thème astral pour comprendre un personnage qui est directement en rapport avec le cosmos de façon horizontale et l'ensemble des individus, il y aura un malentendu. Cela dit, mon cher Stéphane, il y a ce qu'on appelle la démarche divinatoire. La démarche divinatoire qui n'est pas la démarche astrologique. C'est-à-dire qui consiste à étudier le contingent, l'aléatoire, le fait que la personne va se casser la figure dans la rue. Oui. Alors tout ça, c'est un autre plan. Ça n'est plus le plan des grands cycles, des grands déterminismes, etc. Non, mais là, effectivement, là, sur ce plan-là, tout individu peut être un bon client pour l'astrologue. Bien sûr. Mais c'est plus la même astrologie. Toi, on n'arrête pas de dire qu'il y a d'autres formes d'astrologie. Effectivement, les choses qui peuvent arriver par ce biais-là, ce sont des choses accidentelles, ce sont des rencontres extraordinaires ou inattendues. Alors effectivement, donc là il y a matière, effectivement, je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas en train de contester le travail de l'astrologue, d'autant plus que je serais mal placé pour le faire de cette manière. Au contraire, je suis en train, de préciser que par-delà cette astrologie supérieure, si on peut dire, pourrait exister une astrologie inférieure. Tu essayes de le situer en fait. Ça, de répartir chaque chose à sa place. Ouais. Non, excuse-moi, fais attention. Oui, voilà. Je me permettais de... Ah oui, c'est pas merveilleux. Et donc, par conséquent, là, c'est l'occasion pour nous de discuter de ce qu'on a dit lundi, notamment à Annecy et à Lyon. On va laisser tomber dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et réfléchir sur la consultation. Oui. À quoi ça sert? Et c'est un autre plan que ce qu'on a abordé jusqu'à présent. C'est-à-dire, en admettant même que l'astrologie, moi je vais très loin, en admettant même que l'astrologie ne valent rien, la consultation astrologique peut avoir du sens. Pourquoi? Parce que elle peut avoir une valeur, disons, elle peut réveiller quelque chose chez la personne. Alors, je vais expliquer ce que je veux dire par là. J'aimerais bien avoir ton avis à ce sujet. Admettons que tu me reçois, par exemple, en consultation. Oui. Et que tu commences à me parler de moi. Oui. Ou de ce que j'ai fait, ou de ce que... Comment est-ce que moi je reçois ce que tu me dis? Puisqu'il s'agit de moi, enfin, en principe, oui. Ça va m'interpeller. Sans doute. Alors, soit je vais comprendre en quel sens ça peut faire sens pour moi. Ils disent ça, bon, voyons comment ça pourrait être vrai pour moi. Bon, peut-être que je vais le comprendre d'une manière autre que ce que tu as voulu dire, mais de façon à ce que moi, ça me fasse sens.
soit je rejette telle et telle chose. Oui, ça non, comme par exemple, moi j'aime bien parler des fruits, c'est comme si tu me donnais un paquet un kilo, je sais pas moi, de mangue, et puis que je dis non, celle-là je la mange pas, celle-là je la prends, celle-là je la prends pas. Je fais le tri. Il y a un tri. De toute façon, il y a un tri. Il y a un filtre. Hein. Il y a un filtrage, soit par le rejet, soit par le fait que je vais réinterpréter ce que tu me dis à ma façon. Oui. Et ça va effectivement mettre en branle mes anticorps, je pourrais dire, pour employer une expression, mes systèmes immunitaires. Voilà une intrusion, quelqu'un qui commence à me dire des choses sur moi, comment je réagis? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien de réveiller les réactions d'une personne. Oui. C'est bien qu'elle soit amenée à repenser ce qu'elle est, parce qu'on lui aura ouvert d'autres perspectives. Oui. Par exemple, l'autre jour, j'ai discuté à Bordeaux avec une dame qui faisait de la psychogénéalogie. Alors, elle avait amené un énorme arbre généalogique. Oui. Elle me disait, voilà, oui, en étudiant ça sur plusieurs générations, je vois des relations, des corrélations, etc. C'est certain que si tu invites les gens à faire de la psychogénéalogie, ça va leur apporter quelque chose. Ça va les faire réfléchir. Pourquoi mon arrière-grand-père était ceci? Pourquoi mon grand-père est mort à tel âge? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il y a des questions qui vont venir. Hein? Donc, ça ne va pas faire de mal. Non. Ça ne va pas faire de mal. C'est bien ça, c'est un peu... Je ne dis pas que c'est innocent, mais amener la personne à bouger dans sa représentation d'elle-même, à se poser des questions sur n'importe quoi, quelle est la signification de ce qui vous est arrivé, par exemple, bon, peu importe. Peut-être que ce qui vous est arrivé, c'est peut-être pas par hasard. Enfin, tu peux lancer les gens dans n'importe quelle direction, comme ça, réfléchissez, pensez-y, etc. Mais je pense quand même qu'il faut tenir compte des profils que l'on a aussi en face de soi. Parce que chaque individu n'est pas en capacité d'accepter tel ou tel discours. Ah, oui. Donc je pense que la part de la psychologie est très très importante dans la démarche. Mais cela dit, justement, tout à l'heure on faisait allusion, tout est lié. On disait qu'il y a des gens qui ne sont pas très capables de faire de bons jugements, de faire le bon tri. Oui, tout à fait. Donc justement, alors, si quelqu'un, c'est vital de faire surtout pour quelqu'un qui n'est pas, bon, c'est encore plus vital pour celui qui est dans le féminin que dans le masculin à la limite. Il faut choisir le bon chef, la bonne orientation. Celui qui est créateur, bon, il fait sa création. Mais celui qui doit décider pour les autres. Celui-là, ça va encore. Mais celui qui se choisit un chef, un dirigeant, bon, là, il peut se tromper complètement. Et bien, de la même façon, donc il y a des gens qui, visiblement, ils s'aperçoivent que face à la vie, par exemple, je vous donne un exemple, ils ont été dévoyés. Il y a des occasions qui se sont présentées, au lieu de les refuser, ils les ont acceptées. Et en les acceptant, ils sont sortis de leur ligne. Il y a eu des tentations comme ça, des occasions, des tentations. Des influences. Des influences. Ce sont des gens qui sont influençables. Oui. Et par conséquent, il faudrait qu'ils renforcent leur capacité de résistance. C'est-à-dire par une confiance en eux-mêmes, rétablie. Il faut qu'ils soient capables de refuser des choses parce qu'elles ne leur conviennent pas. Oui. Je prends par exemple au niveau alimentaire, il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Ou pas trop manger, enfin il y a des excès. Il y a des gens qui ne résistent pas aux tentations, qui ne résistent pas aux propositions, aux occasions. Bon. Ou des gens qui résistent trop à tout. Oui, c'est aussi une pathologie d'ailleurs. On a les deux excès. Oui. D'ailleurs, c'est un peu la même chose, parce qu'effectivement, les gens qui résistent à tout, ça veut dire qu'ils ne savent pas non plus choisir. Voilà, et puis entre deux, il y a toute une gamme. Oui. Voilà, on est plus ou moins. Et puis ça dépend
Ça dépend de l'état dans lequel on est, de ce que l'on vit. Il y a des moments où les gens sont plus ou moins influençables. Oui. Ils sont affaiblis à un moment donné de leur vie. Ce que je voulais te dire, c'est que l'astrologue pouvait aider à améliorer cette situation. Oui. Mais peut-être pas de la façon dont tu l'imagines. Peut-être même à l'inverse de ce que tu imagines. C'est-à-dire C'est-à-dire que, pas forcément en disant des choses vraies, parce que si c'est des choses qui sont dites vraies, la personne se laisse influencer. Oui, mais d'accord, vas-y, si tu dis à quelqu'un quelque chose, si tu dis n'importe quoi à quelqu'un, oui, et que la personne dit oui, c'est vrai, oui, tu vas te poser des questions. Oui. Tu vas dire, bon, soit vraiment j'ai tapé dans le mille, soit c'est un imbécile. Soit elle est influençable, et oui, voilà, finalement, voilà, donc finalement, tu vas quand même tâter. Bon. Ou elle n'est pas capable voilà, de... ça. Donc déjà, il y a une pathologie qui va se présenter. Hein, c'est comme si je te tapais sur le genou et que tu ne réagisses pas. Oui, médicalement, je dirais, il y a un problème. Il n'y a pas de réflexe. Pas forcément. Si, un médecin, il te dira quand même que oui, ça va pas très bien. Je vois bien, le réflexe mécanique. Oui. Mais si par exemple tu me bouscules, ça peut s'illustrer par différentes réactions en fonction des individus. Il y a des gens qui vont réagir vivement à l'agression, et puis il y a des gens qui ne vont pas réagir du tout. Mais ce n'est pas pour autant une pathologie. C'est une capacité à gérer une agression. D'accord. Mais c'est pas du tout une pathologie. Donc on est d'accord sur le fait que d'une certaine manière, la consultation astrologique puisse être une agression. Ça peut l'être. Ça peut être. C'est une forme d'agression. Mais comme la médecine. C'est-à-dire que si elle est mal utilisée. Non, mais moi j'aime bien le mot vaccin, par exemple. Le vaccin, c'est une agression qui est contrôlée. Oui. Hein? Parfois, elle se manifeste, mais parfois. D'accord. Enfin, le principe, c'est j'accepte cette forme d'agression pour me renforcer par rapport à une agression qui pourrait être plus forte. Tout à fait. Bon. Donc, encore que dans le conscient, je ne suis pas sûr que le vaccin soit perçu comme une... sauf si on en a connaissance, parce qu'on regarde des reportages, soit perçu comme une agression. C'est le corps qui va s'en apercevoir que c'est une agression. Si, c'est le principe du vaccin, c'est quand même d'introduire du mal, mais à petite dose pour se protéger du mal plus fort. Oui, mais tout le monde n'est pas forcément n'a pas connaissance de ce que tu viens de dire. Bon, admettons. Alors, en tout cas, on pourrait imaginer que l'astrologie puisse servir de vaccin. C'est-à-dire que la personne est confrontée à un processus d'intrusion, d'agression, et que il faut quand même qu'elle arrive à réagir à un certain moment. À dire, écoutez, bon, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse, un travail, soit un travail de retraduction, c'est-à-dire qu'en fin de compte, au fond, pour dire les choses clairement, c'est pour ça que je disais que je pense pas que tous les astrologues aujourd'hui puissent accepter ce genre de discours, parce qu'eux, ils ont plutôt tendance à dire un discours inverse, disant moi je dis des choses qui sont vraies, et donc si la personne les accepte, c'est parfait. Et là, au contraire, il s'agirait plutôt d'arriver à un stade où la personne se rebelle, réagit contre ce qu'on lui a dit, ou bien comprend les choses de manière tellement différente de ce qu'on lui a dit que quelque part, elle en transforme le sens. On connaît souvent des gens qui ont compris complètement à côté, mais ils l'ont fait pour que ça fasse sens pour eux. Tu dis une chose à quelqu'un, la personne te dit oui c'est ça, et en réalité elle comprend autre chose que ce qu'elle comprend, mais c'est autre chose qu'elle a compris, ça fait sens. Que tu lui disais, si elle avait respecté exactement ce que tu avais voulu dire, ça n'aurait pas fait sens, mais en te faisant dire ce que tu n'as pas dit, ça fait sens. Donc la déontologie de la consultation astrologique, mon cher Rieux, il n'y a pas un personnage Rieux dans Manon Lescaut, ou je sais pas quoi, des Rieux, je crois. Je ne sais pas. Si, le chevalier des Rieux. Oui, c'est ça. C'est un grand personnage de la littérature française. Donc, effectivement, on se trouve en face de deux écoles, et donc de deux conceptions de la formation d'un astrologue. Je ne sais pas si tu as déjà formé ou enseigné l'astrologie au cours de ta carrière. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la durée de cette carrière, en vérité. Peut-être que tu peux donner quelques points de repère. Il n'y a pas de carrière véritable, mais j'ai commencé
m'intéresser à l'astrologie il y a une vingtaine d'années à peu près. Bon, d'accord. 90. Voilà, oui, un petit peu légèrement avant. Voilà. Bon, d'accord. Et est-ce que tu as eu l'occasion de former des gens à l'astrologie en 20 ans? Alors, former dans un schéma classique qui consiste à être au tableau et à expliquer, non, c'est pas. Mais je peux être amené à parler de l'astrologie comme je parle de n'importe quel sujet. Oui. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un sujet élitiste. L'astrologue qui parle à l'astrologue, c'est échanger avec des. D'accord. Comme on peut le faire avec plein de sujets. C'est échanger sa passion et donc voilà. Mais enfin, si tu devais, imaginons que tu doives former quelqu'un à l'astrologie, oui. Tu tiens bien d'accord avec moi que selon l'idée que tu te fais de la construction de l'astrologie, tu ne le formerais pas de la même manière. Absolument. Parce que, prenons l'exemple de quelqu'un, par exemple des écoles d'astrologie, où bon, je ne vais pas citer de nom, où on passe des années à s'assurer que la personne sait bien interpréter le thème astral, on tire bien tout ce qu'il faut, etc. Bon, ça prend beaucoup de temps. Parce que ces gens-là considèrent que l'astrologie est porteuse d'un certain nombre de messages, d'informations, et qu'il faut lire ces informations correctement pour que la personne qui vient voir l'astrologue soit traitée correctement. Oui, je pense qu'effectivement, il y a autant de manières de transmettre ce que l'on sait que de nature d'individu. Mais moi, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est pas ça. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est le contraire. C'est-à-dire de dire, voilà, bon, on vous attend de vous que vous parliez au nom de l'astrologie, qu'on vient vous voir comme preuve dans des trucs, et puis vous racontez des trucs à peu près n'importe quoi, en fin de compte, et tout simplement parce que de toute manière, de deux choses l'une, ou bien la personne, de toute façon, l'entendra de manière qui fait sens pour elle, ou bien elle le rejettera, et de toute façon, dans les deux cas, il y aura un travail de fait. Donc peu importe ce que vous dites. Alors c'est un peu provocateur de dire ça, mais je veux dire, pourquoi pas? Je pense qu'au niveau du contenu, c'est quelque chose qui doit être... le contenu reste le même, quel que soit l'individu. Après, c'est la manière dont on transmet le message enfin le message, c'est pas un message, mais ce savoir qui doit prendre en compte un petit peu l'individu. Moi, je pense qu'il faut faire du particularisme, un petit peu dans l'enseignement. Oui, mais le particularisme, il se fait de lui-même. Oui. Puisque, par définition, ce que tu vas dire sera perçu différemment. Mais quand même, je vais te prendre un exemple idiot, mais quand même que tu dises la même chose à tous tes clients. Oui. Chaque client va le comprendre à sa façon. Tout à fait. Et donc, il y en a un qui ne va pas vouloir ceci, l'autre qui va vouloir cela. Oui. Donc tu pourrais très bien avoir un certain topo, suffisamment bien équilibré, suffisamment bien formulé, et que tu servirais à tous tes clients. Oui. Donc tu n'auras pas besoin de faire le thème de chaque personne, ou du moins tu pourrais dire que tu fais le thème de la personne, mais en réalité tu aurais toujours le même texte qui... Oui, mais là on est presque dans l'horoscope, là, quelque part. Oui, sauf que... Puis tout le monde finit par s'y retrouver. Oui, c'est vrai, tout ce que tu fais. Oui, c'est exact. Sauf que, disons que les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque la personne qui regarde son horoscope, elle est quand même consciente qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même signe qu'elle. Oui. Donc elle relativise quand même. Bon. Mais elle fait tu as raison. Bien qu'elle soit consciente que si elle est du bélier, elle n'est pas toute seule, elle est du bélier, elle va quand même le comprendre à sa façon, ce qu'on va lui dire. Ah oui. Mais malgré tout, ça sera moins lourd. Par contre, si elle va avoir un astrologue qui fait son thème à elle, là, normalement, sa capacité de réactivité va être affaiblie parce qu'elle se dit, mais c'est quand même cette personne-là, elle a fait l'effort d'étudier mon cas à moi, donc elle doit être porteuse d'une vérité, et donc je dois faire plus d'efforts pour accepter ce qu'elle me dit que si c'était l'horoscope. Tout à fait. Et donc elle va peut-être avoir plus de difficultés à réagir, oui. Et donc par conséquent
c'est encore plus piégeant. Eh ben, c'est à l'astrologue de déterminer quel est le meilleur angle d'approche pour faire passer ce qu'il y a de mieux. Non, mais la question, mon cher Stéphane Rieux, c'est de savoir quelle est la finalité du travail de l'astrologue. Je ne parle plus de la grande astrologie ou de la grande recherche astrologique, je parle vraiment du travail de l'astrologue qui a quelqu'un qui vient le voir. On parle de ce cas de figure bien particulier. Ben, c'est de détecter à travers ce que peut être amené à dire la personne, ce que révèle le thème, l'écueil, et à partir de là, faire réagir effectivement parce que sans réaction, pour moi, la démarche est stérile de l'astrologue. Donc de faire déplacer le curseur pour que effectivement il y ait une réaction, éventuellement une prise de conscience, et de fait on déplace le problème. Et en déplaçant le problème, peut-être que pour la personne ce n'est plus un problème. Et on arrive quelque part par la démarche, je dirais finalement qui est conjointe, parce que finalement la démarche seule de l'astrologue est insuffisante. Il y a aussi une démarche de celui qui reçoit ce que dit l'astrologue. Voilà, il y a une légitimité, mais elle est liée à l'interaction astrologue. Voilà, c'est ce que je pense. On est d'accord là-dessus. Le point, c'est qu'effectivement, bon, par exemple, là, je vois que tu as un jeu de cartes, là, par exemple. Oui. Récemment, justement, j'avais rêvé un truc comme ça. Je me suis dit, bon, alors comment on utilise ce jeu de cartes? On fait un tirage. C'est exact. Voilà. Donc on est un peu dans une sorte de système qui est à mi-chemin entre l'astrologie et le tarot. Oui. D'ailleurs, le tarot, c'est un petit peu ça. Le tarot, c'est quoi? C'est des images qui sont un peu empruntées à l'astrologie, un peu empruntées à toutes sortes de choses. Tout à fait. Donc là, ça s'appelle les cartes des planètes de Grande, aux éditions du Vecchi. Et tu aimes bien ce jeu, c'est ça? Oui. Est-ce que tu penses que tu t'en sers de temps en temps de ce jeu finalement? Très peu, ça fait peu de temps que je l'ai, en réalité. Donc, mais oui, c'est un jeu qui... oui, parce que moi, ça me parle ce genre de jeu, en fin de compte. Je vais rentrer cette part de hasard, qui n'en est peut-être pas un d'ailleurs, parce que finalement, on accorde au hasard, on parle de hasard quand on ne sait pas dire pourquoi les choses se passent de telle ou telle manière. Mais voilà. Donc là, effectivement, je sais que de plus en plus d'astrologues pratiquent le tarot de toute façon. Hein. Bon, là par exemple, effectivement, est-ce qu'il y a un tirage qui se fait à un moment donné? Est-ce que le client ou la personne, tu as déjà utilisé ça avec des gens que tu connaissais? Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que tu leur demandes? De sortir une carte? Non, je fais un tirage en croix. Oui, mais avec les cartes qui t'ont sorti. Alors, je positionne, par défaut, je positionne la maison 1 qui représente le sujet, qui pose la question, au centre du jeu. Et ensuite, je fais tirer 4 cartes. Voilà, donc c'est bien ça. Donc je dispose les 4 cartes qui correspondent aux éléments, air, eau, feu, voilà, terre. Et puis ensuite, je fais tirer 4 cartes qui correspondent aux planètes, hein? Et puis 4 cartes qui correspondent aux maisons. Alors, donc ça veut dire que tu as plusieurs paquets? Oui, il y a plusieurs paquets. Ah bon, donc tu as un paquet planète? Un paquet planète, un paquet maison et un paquet éléments. C'est ça. Donc tu dis prenez une planète, prenez une maison, absolument, prenez un élément. Absolument. Moi j'avais rêvé d'un truc comme ça, tu vois, c'est un rêve prémonitoire, parce que j'ai même écrit là-dessus. Je me suis dit voilà, on peut imaginer comme ça, 3 paquets, bon il peut y avoir aussi les zodiacs, tu l'as pas mis, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de zodiac, mais c'est pas plus mal. Ouais. Et donc, bon par exemple je sors Mercure, maison 11. Oui. Et le zodiac, c'est ça un petit peu, en signe de feu, donc tout à fait. Ça peut être aussi bien le lion, etc. Bon. Voilà. Et par rapport à une question, eh bien, on peut essayer d'extraire un message. Oui, simplement. Tout à fait. Et à ce moment-là, bon, ben, je sors voilà. Donc moi j'avais pensé à un truc comme ça. C'est bien vu parce qu'au lieu d'avoir le zodiaque, là on a les 4 éléments. Ben, finalement, ça suffit bien. Oui.
Et donc, toi, tu sais interpréter. Par exemple, alors pourquoi est-ce qu'il y a marqué Pluton positif pourtant, il n'y a pas de Pluton quand même. Si, il y a un Pluton positif et un Pluton négatif. C'est pas mal parce que finalement, on incarne dans un jeu, finalement, le caractère positif ou négatif d'une planète dans un thème. Typiquement, si une planète est bien domiciliée et en aspect positif, elle va exprimer ce qu'il y a de plus positif. Et à l'inverse, si une planète est mal domiciliée et en aspect conflictuel, elle va plutôt exprimer le côté négatif. J'imagine, oui. Voilà. Donc comment ça remplace les aspects en fait. Il n'y a pas les aspects. Donc. Ça remplace les aspects, voilà. Absolument. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc j'ai trouvé que c'était une variante intéressante à l'astrologie. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et on peut... alors évidemment, il faut que l'astrologue fasse un petit peu d'effort pour faire la synthèse de ces trois facteurs. Oui. Le travail reste le même que là, en fait. Hein. Il y a une synthèse de différents facteurs. Sauf que là le fondement, il n'est pas le même, en fin de compte. Le fondement, il n'est pas le même. Non. C'est-à-dire que tu ne te battes pas, tu ne tiens pas compte de l'astronomie, en fait. Non. De la classe astronomique. Non. Voilà. C'est ça la différence. Et surtout, pour renvoyer à ce qu'on dit tout à l'heure, tu supposes que la personne fera le bon tirage. Oui. C'est-à-dire qu'elle saura, son subconscient saura tirer les cartes qui font sens pour elle. Subconscient ou pas, enfin, je ne sais pas si on peut faire rentrer le subconscient. Surtout qu'elle ne voit même pas les cartes. Non, c'est spontané. Je pense pas que ça doit poser de problème à l'astrologue d'utiliser un jeu pareil, parce que finalement, il n'y a pas tellement de hasard vu de l'astrologue. Donc, si telle ou telle carte est tirée, c'est pas lié au hasard, c'est qu'elle devait être sortie. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, moi je veux bien, pourquoi pas. Non, mais je veux dire, effectivement. Mais alors là, quel est le degré de précision qu'on peut tirer par exemple, pour répondre à une question, pour... Oui. C'est ça, c'est l'astrologie horaire, en fin de compte. Oui, c'est un peu l'astrologie horaire, c'est-à-dire, c'est par rapport à une question précise, oui. C'est par rapport, c'est par rapport à un domaine en particulier, voilà. Alors là, effectivement, sur ce point, je suis d'accord. Dans ce domaine-là, tout le monde peut aller voir l'astrologue. Oui. Dans ce cas précis. C'est-à-dire, effectivement, parce que finalement, parce que finalement, tu sais, c'est comme si, par exemple, imaginons par exemple qu'on est... Moi, voilà, il y a une époque, je collectionnais les coccinelles, quand j'avais 10-12 ans. Alors, on allait cueillir les coccinelles dans la forêt ou dans les champs, et puis on les mettait dans des espèces d'aquariums. Tiens, justement, à propos d'aquarium, donc tu as ton aquarium. Oui. Donc, ces animaux, que sont les poissons, ils sont dans un endroit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Après 12 heures à peu près de lumière, eh bien, automatiquement, la lumière s'éteint. D'accord. Donc, pour respecter un petit peu ces phases... Pour moi, cet aquarium, il est quand même très symbolique de la vie, de la condition humaine, par certains côtés, hein, vu par l'astrologie. Parce qu'effectivement, ces poissons, ils vivent dans un environnement extrêmement étroit. Oui. Mais comme ils sont tout petits, à leur échelle, c'est plutôt grand. C'est beaucoup plus grand. Oui. Hein, c'est 10 fois plus grand. Bien sûr. Donc ils ne sont pas plus à l'étroit que nous ici. Non. Et donc, ils s'imaginent probablement avoir beaucoup de liberté. Oui. Ils attachent beaucoup d'importance à ce qui se produit. Pour nous, c'est des événements qui seraient quasiment secondaires. Je veux dire, qu'est-ce qui peut se passer qu'est-ce qui peut se passer dans cet aquarium entre tous ces gens-là? Pas grand-chose finalement, mais pour eux, c'est important. Bien sûr. Avoir mangé un petit peu plus de ceci ou cela, ou je ne sais pas quoi. Donc, à tous les niveaux, même les plus infinitésimales, il se passe des choses importantes. Tout à fait. D'ailleurs, chez le personnage, même d'un prisonnier dans sa prison, il se passe des choses importantes. D'ailleurs, ce qui est important pour eux, n'est pas pour... ce qui se passe autour de l'aquarium n'a aucune importance. Hein, Probablement. J'en sais rien. Même s'il y a une interaction, s'il y a une interaction entre ce qui environne l'aquarium et... C'est-à-dire que tu n'as pas de relation avec eux, en fait. Ah ben si.
Et ils te reconnaissent? Si, mais ce que je veux dire, ce qui se passe là, précisément, ils ne sont pas spectateurs de ce qui se passe. Ah ouais, d'accord. Ils ne savent pas qu'on parle d'astrologie, par exemple. Ben voilà, par exemple. Et ce qui se passe certainement à l'intérieur a certainement plus d'importance que ce qui se passe à l'extérieur. Et d'ailleurs, nous-mêmes, ne savons pas très bien ce qu'ils font. Voilà, et ce qui se passe là maintenant a certainement plus d'importance que ce qui se passe là. C'est un peu étanche. Oui, pour l'instant. Mais quand nous aurons terminé l'entretien, ceci redeviendra important pour moi, à un moment donné. C'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, c'est très profond. Et oui, ça reviendra. Oui, c'est là que je t'éloigne un petit peu de tes poissons. Enfin, Mais c'est bien. Oui, d'accord, ça me permet de changer. Si tu es tout le temps absorbé par tes poissons, ça fait un changement. Après, ça devient obsessionnel, c'est pas, c'est pas bon. On est dans un excès. Oui, non, mais je ne fais pas. Alors, on va revenir un peu sur tes travaux sur la criminologie, parce que c'est quand même une contribution. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce genre de recherche, Stéphane Rieu? Ce qui m'intéresse dans la criminologie, c'est l'absence dans l'acte de malveillance, finalement. Il y a une sublimation, il y a une transcendance qui ne se fait pas. Oui. Typiquement, j'aime bien faire le parallèle entre les chirurgiens, par exemple, et les criminels. Parce que finalement, ils ont des points communs. Oui. Ils ont potentiellement une agressivité qui leur est commune. À la différence près, c'est que un chirurgien va être en capacité de pouvoir canaliser cette agressivité, parce que finalement il y a une agression. Le chirurgien agresse les corps, mais c'est pour le bien de la personne sur laquelle il agit. Alors que le criminel, lui, agit sur les corps, mais aux dépens des individus. Et pour le mal. Donc je travaille sur ces thèmes parce que on est à la frontière finalement, on est un peu à la frontière, enfin on est à la frontière, on tourne autour Je pense que l'intérêt de travailler sur des thèmes qui sont aussi excessifs, parce que finalement un criminel est excessif dans ses actes, c'est de travailler, comment dirais-je, c'est de mettre en évidence les oppositions qui renvoient au yin et au yang, donc les oppositions bien et mal. Et le fait de prendre conscience et de capter ces finalement bipolarités, eh bien ça permet plus facilement peut-être de trouver ce qu'est le point milieu. On part dans les excès quelque part, on étudie les excès, mais c'est propre à l'astrologie, mais dans d'autres domaines aussi, pour justement situer ce milieu. Et je pense que mais c'est comme pour trouver le milieu d'une droite, il faut avoir une vision des extrémités pour situer le milieu de cette droite. Donc du point d'équilibre. Voilà. Donc je pense qu'il est intéressant de s'attarder sur des thèmes de ce genre, entre autres. Alors, est-ce que tu étudies aussi les configurations par lesquelles, au moment où certains crimes sont faits, ou bien c'est surtout le thème natal? Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est un peu gênant. C'est comme quand le thème natal, effectivement, on part du principe que la personne c'était déjà prévu dans son thème, en fin de compte, si tu veux. Disons qu'il y a une prédisposition qui est plus forte dans les thèmes de criminels que dans les thèmes de non-criminels. Parce que certains diront, oui, mais ça correspond à des réalités qui sont produites dans leur vie et qui auraient pu ne pas se produire, qui sont déterminées par d'autres. C'est tout le problème de l'interaction entre nous et les autres. Entre le thème et les transits, éventuellement. Notamment la victime. Oui. La victime, est-ce qu'elle était... Alors, il y a des gens qui disent, il y a des thèmes de victime où il y a une relation entre le bourreau et sa victime. C'est tout le problème. Alors, le criminel, c'est aussi quelqu'un comme le leader, qui est porteur de la destinée collective. Oui. C'est-à-dire qui est porteur d'un destin
il va jouer sur le destin d'autres personnes. Il va incarner même le destin des autres personnes, de cette manière. Comme si les personnes n'avaient pas leur propre destin. Comme s'ils étaient leur destin. Hitler, il a été le destin de pas mal de monde, on peut dire. Oui. Il a été le destin de tous les juifs qui sont morts parce qu'il a voulu. Il a été le destin de l'Allemagne, il a été le destin de la France. On va dire c'est des personnages qui incarnent un destin pour les autres, qui vont marquer le destin des autres. Oui. Et le criminel, effectivement, il a cette capacité de rentrer d'entraîner dans sa foulée, dans sa folie, d'autres personnes. Oui. Alors toi, donc, tu vois bien que tu es quand même intéressé par ces personnages comme ça, qui sont des personnages... Qui sont des personnages forts. Qui sont forts et qui influencent, qui marquent le destin des autres. Oui. Voilà. Alors, il se trouve que toi, tu t'intéresses plus aux criminels, tu pourrais t'intéresser aux hommes politiques ou aux musiciens, toi, tu t'intéresses aux criminels. Mais le criminel, effectivement, c'est quelqu'un qui est porteur, ce qui montre bien que quelque part, nous n'avons pas tous, nous avons tous un destin, nous ne sommes pas tous maîtres de notre destin. Et non seulement, il y a des gens qui ne sont pas maîtres de leur propre destin, et d'autre part, il y a des gens qui sont maîtres du destin des autres. Puis si on est vraiment maître de son destin, appelez-moi Dieu, alors. Parce que c'est presque ça. Finalement, qui est maître de son destin? Absolument, de manière absolue. Personne. Oui, n'est maître de son destin. Même Hitler n'est pas maître de son destin. Non, mais paradoxalement, il est maître du destin des autres. Et ben voilà. Mais il n'est pas maître de son destin. Non, voilà, il est maître de son destin. Mais enfin bon, on pourrait en discuter de savoir si, au moment où il a fait ce qu'il a fait, les configurations le prédisposaient à le faire ou pas le faire. Bon, enfin, en tout cas, il a été l'instrument aussi quelque part de quelque chose. Oh, oui. Mais de bon, de ses pulsions, de oui. Non, mais entendu. Mais enfin, en tout cas, de son aigreur, voilà. Là, moi, j'aime bien établir ce parallélisme dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire entre les forces cosmiques et ces personnages fatals. Moi aussi. Voilà, donc ces personnages fatals, je ne sais pas si on dit fataux ou fatal, on va dire fatal, mais ces personnages fatals qui ne sont pas les forces cosmiques, mais qui sont, alors on pourrait dire, alors à la limite on pourrait dire, soit ce sont des forces qui sont des pantins qui sont animés par les forces cosmiques, ou bien ce sont des forces qui font pendant aux forces cosmiques. C'est-à-dire c'est-à-dire que ce sont des forces qui ne sont pas des forces d'en haut, mais d'en bas. Bon. Mais en réalité, les forces d'en haut sont dépendantes des forces d'en bas. Mais malgré tout, en concret, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles aux forces d'en haut, il y a celles du cosmos, mais ça c'est quand même une très petite minorité à mon avis. Oui. Et puis il y a ceux qui sont entraînés par les forces d'en bas, qui elles-mêmes sont peut-être liées en haut, mais qui ne perçoivent pas directement. Oui. Et puis il y en a, il y a aussi des individus qui sont tiraillés par les deux. Oui. Typiquement le docteur Petiot. Ah bah oui. Docteur Petiot, donc pendant la guerre, on peut le dire, c'est situé aux alentours des années 40. Donc il spoliait les juifs, et puis après donc il leur faisait une piqûre, et puis il les brûlait. Et puis parallèlement à ça, il dispensait des soins auprès de gens qui avaient peu de moyens, gratuits. Donc on a bien cette dualité extrême qui est incarnée dans un individu, à la fois criminel et à la fois philanthrope. Dans un même individu. Intéressant. Oui. Ouais. Oui, il y a une espèce de... C'est comme les voleurs qui Arsène Lupin qui volent les riches pour aider les pauvres. Un peu. C'est un peu ça. C'est communiquant, une espèce de... comme Romain des Bois. Voilà, alors après on peut se poser la question, mais j'ai pas la réponse, mais on peut se poser la question de savoir si finalement le docteur Petiot ne dispensait pas des soins aux gens nécessiteux. Parce que Michel Bréclin avait distribué le thème du docteur Petiot à gauche et à droite, avec l'interprétation d'Astroflash, je ne sais pas quoi. Oui. Et puis, il disait, c'est pas ce qu'on a dit, c'était pas du tout ça. Et non seulement ça, mais il a même envoyé à des gens le thème du docteur Petiot comme si c'était leur propre thème à eux. Oui. Et s'y retrouvé aussi.
Dans son livre, ça s'appelle Songes et mensonges de l'astrologie, c'est paru dans les années 60. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est un ordinateur qui faisait l'interprétation, c'est ça? Donc il avait pris l'interprétation de l'ordinateur du docteur Petiot, Oui. et après il l'avait envoyé à 500 personnes. Oui, et tout le monde s'y retrouvait. Voilà. Oui, mais je suis pas sûr que le logiciel d'astrologie il soit en capacité de faire ressortir les tendances d'un criminel. Parce que le contenu du logiciel, il y a ce qu'on y met dedans. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est pas... Mais je suis bien d'accord. Mais à ce moment-là... ça n'est pas sérieux de faire l'interprétation avec le logiciel. Et c'est beaucoup plus sérieux quand de le faire autrement. Le problème, c'est que le logiciel, il est dépendant du contenu, et le contenu, il est limité dans ce qu'on y met. Enfin, ça ne tient pas compte d'autres possibilités, c'est figé. Le contenu est figé. Et puis, c'est pas un outil de synthèse, en plus. Le problème du logiciel, c'est que... Alors, il a un intérêt quand même, c'est que... Il va donner des indications, et ensuite c'est à l'astrologue ensuite d'utiliser cet outil. Finalement, le logiciel ne se substitue pas à l'astrologue, éventuellement il est un outil qui va lui rappeler les différents attributs des planètes, des aspects, enfin voilà, pour ressortir certaines tendances, et puis ensuite l'artisan astrologue va... Voilà, travailler avec cet outil. Et justement, pour revenir à notre ami Gestelin, oui. Est-ce que tu penses que c'est un exercice intéressant de ce qu'on fait le dimanche, par exemple, tu vois, on donne un thème, il faut trouver de qui c'est, etc. Et puis chacun trouve des corrélations. Enfin, ça fait penser un peu à un jeu de salon par certains côtés, ou une sorte de jeu en fait, non? Est-ce qu'il n'y a pas un côté ludique? Oui, mais ça c'est bien. Mais ça c'est enfin. Oui, le côté ludique, c'est ce qui est perceptible comme ça de l'extérieur quand on vient de temps en temps. Mais c'est l'attrait aussi.